8e siècle en Ifriqiya a été parsemé de guerres et de révoltes. Elles correspondent à la chute de Carthage en 703 et se poursuivent jusqu'en 787. Les chroniques d'Ibn Zakaria évoquent 30 000 berbères périrent. Beaucoup fuirent vers Taert de Rustémi. Pour Ibn Khaldoun, les carcasses humaines imprégnèrent les sols pour 200 ans. Les raisons de la colère ont été faiblement étudiées. Justifiées par la pression fiscale, les révoltes mercenaires, les oppositions tribales, conflits d'appartenance nationale, de croyances religieuses, malékites, kharégites, suffrites, ibadites. Plusieurs soulèvements mercenaires enflammèrent l'Afrique en 721, en 733 et de 739 à 744. Les soldats mercenaires servaient les premières lignes pour de faibles butins, des désavantages de paiement et de statut. La révolte civile de 718 conduisit à l'assassinat du gouverneur Yazid ibn Moslem en 724. En 733 éclata une révolte indigène dont les motivations n'avaient pas été suffisamment perçues. On réalisa qu'elle opposait les autochtones aux Omeyyades. L'imposition fiscale d'El-Mouradi confirmait une différence des statuts. La grande révolte de Messara enflamma toute l'Afrique du Nord de Tanger à Kairouan. Les renforts égyptiens et siciliens reprirent Kairouan en 743, Tlemcen en 749. Les violences se poursuivirent jusqu'en 751. La puissance omeyyade semblait déterminée mais fragilisée par les nombreuses crises internes. L'empire s'écroula brutalement en 755. La multitude des oppositions intérieures et des échecs extérieurs l'avait épuisé. Les troupes omeyyades furent défaites à Mossoul sur le fleuve du Grand Zab, la dynastie régnante complètement massacrée. Le même ordre d'exécution était donné contre le gouverneur omeyyade de Tunis. Abderrahman ibn Habib et la famille royale de Kairouan furent tous assassinés en 755. Les Kharégites suffrites, proches de Meknassa, contribuèrent à une alliance stratégique contre les Omeyyades. Ils affirmaient la volonté de restituer un pouvoir indigène sur l'Ifriqiya. Leur position était désapprouvée par les Kharégites ibadites et rustémides qui se livrèrent bataille autour de Kairouan de 756 à 758. En 761, le pouvoir abbasside s'imposa sur les querelles berbères et s'intronisa sur les concessions omeyyades de l'Ifriqiya. Les violences se poursuivirent jusqu'en 787 lorsque les principaux partis s'accordèrent pour un traité de paix universel. En l'an 800, les pouvoirs de Kairouan étaient remis à une dynastie des Abou Ghalab. Quelles sont les manifestations et les raisons de la violence en Ifriqiya au 8e siècle? Les violences avaient débuté en 642 avec les premières attaques contre Kasrine et se sont poursuivies tout au long du 7e et 8e siècle après la chute de Carthage jusqu'à la signature du traité de paix universel de 787. Les Ifriqiens se sont opposés aux premiers conquérants arabes, au pouvoir omeyyade et abbasside. Leurs conflits ont concerné des révoltes civiles, des guerres tribales et mercenaires. Les colères civiles de 718 aboutissaient à l'assassinat du gouverneur omeyyade Yazid ibn Moslem en 721. Les révoltes mercenaires ont opposé la soldatesque au pouvoir omeyyade. Les mercenaires servaient les premières lignes pour de faibles butins et des désavantages de paiement. Ils menèrent une longue révolte de 749 à 743 qui enflamma toute l'Ifriqiya de Tanger à Kairouan et fut réprimée par les renforts d'une armée orientale. D'autres révoltes sont notées de 749 à 751 avec des batailles opposant les tribus berbères. Les défendeurs étaient désignés par leur couleur de suffrites. Le 8e siècle est parsemé de violences, mais la connaissance exacte de leurs différends et de leurs objectifs reste méconnue et peu étudiée. Guerres et révoltes ont répondu à toutes les raisons de la domination coloniale, de l'oppression, l'injustice sociale, les pressions fiscales, les rixes tribales, la guerre des nationalités, la concurrence des chefferies, les revendications mercenaires. Pourquoi ces conflits honteux sont-ils méconnus et à quoi cela tiendrait-il? Il y a d'abord l'insoumission naturelle. Toute population qui ne se dispose pas à la soumission se justifie de résistance et de violence. Il y a une présence culturelle, une identité, des ressources et nécessairement une civilisation à protéger et à défendre. Je crois que c'est quasi universel, sauf si, exceptionnellement, on parvient à convaincre l'occupé du bien fondé de l'occupation. Il y aurait quelques cas où le conquérant s'est assimilé aux objectifs du conquérant sans avoir mis en péril la population autochtone. Ce ne fut pas le cas des Ifriqiens. Ils furent dénoncés kharégites. Les conquêtes n'étaient-elles pas conduites par une idéologie religieuse? L'histoire inscrit Futuhat al-Islamiyya,
qui signifie ouverture islamique. Les Nord-Africains eux-mêmes ont adhéré à la raison du conquérant pour porter la lumière de son idéologie. Ils ont adhéré à la guerre contre les ignorants extrémistes et ne se voyaient pas défendeurs vigoureux contre un envahisseur étranger. Il ne leur viendrait pas à l'esprit que leurs aïeux défendaient leur territoire, leur culture, leur identité, leur Dieu. Quel serait le regard ifriqiyen? Les vainqueurs font l'histoire. Nous avons donc le récit des faiseurs d'histoire. L'époque des Omeyyades nous a été rapportée par les Abbassides tout au moins 200 ans après les faits. On peut donc rapporter l'histoire selon ses auteurs. Les conflits étaient-ils alimentés par les divergences idéologiques? D'un point de vue idéologique, l'engagement était justifié contre le paganisme. Les Ifriqiens étaient désignés Kharejites, Khawarij, en dehors de l'islam. Certains prêcheurs ont évoqué la signification d'Ali qui désignait les Khawarij, c'est-à-dire les lâcheurs, ceux qui l'ont lâché au moment du conflit. En Afrique du Nord, le mot a un sens différent. Il signifie les gens du dehors de l'islam, c'est-à-dire les païens. Ils sont donc des païens ignorants, fanatiques, koffars, polythéistes, associateurs qui n'acceptaient pas la soumission et sur lesquels les abus étaient licites. Je n'invente rien. Lorsqu'ils ont été intégrés à l'islam, les Kharijites furent désignés secte hérétique, forme d'islam extrême. Il n'y a pas eu de considération pour une histoire ifriqienne investie sous le regard ifriqien d'autochtones résistants qui défendaient leurs terres, leurs ressources, leur culture. Qui étaient les habitants d'Ifriqiya en ces temps? Pourquoi ces ceux sont-ils méconnus? L'Ifriqiya n'a pas d'histoire propre en raison de la défaillance d'un gouvernement central avec des pouvoirs continus sur des zones d'influence. Il y a encore l'indisposition des sources, avec la divergence des langues et des cultures. Il y a encore la tradition orale. On jurait serment pour déterminer une solidarité d'action et un engagement de but. Cette connaissance inscrivait la projection sociale retenue par la mémoire, transmise aux générations futures. Elle a nourri les contes contemporains et la mémoire des générations avant de disparaître dans les méandres de l'histoire. Cette connaissance n'a pas été suffisamment conservée et, aussi surprenant que cela puisse paraître, en cause des révolutions sociales du 19 et 20e siècle où la connaissance n'a plus été transmise en raison d'une modification du mode social. Elles n'ont pas non plus été conservées par des enregistrements. La méconnaissance des conflits pourrait aussi être liée à un manque d'analyse en raison de tabous, de désintérêt scientifique ou de l'étude à risque. On ne voudrait pas compromettre un pilier de la connaissance qui supporte une construction nationale. L'étude critique pourrait contraindre certaines vérités sacrées à l'encontre de la doctrine officielle du panarabisme, de l'idéologisme d'État ou de la Constitution nationale. Les idéologues ont uniformisé les récits. Il faut donc se contenter de leurs conclusions non discutables. Quelles furent les implications de ces conflits? Les Omeyyades n'administraient pas les territoires conquis. Ils ont fortement perturbé les sociétés de la paysannerie et des Roums. Quand on dit Roum, il faut entendre citadin. On a gardé le mot Roum de Rome, de Rumi, mais la signification exacte est celle de citadin. D'immenses trésors furent ramenés vers l'Égypte et Damas. Les conquérants ont déstabilisé les chefferies locales, ruiné les agricultures, pillé les cités qui deviendraient antiques, détourné les hommes vers la conquête. À partir de l'an 720, les conquêtes ne rapportaient plus de richesses, la jibaya insuffisante, les échecs militaires et le trésor des conquêtes s'épuisant. La pression contre les Ifriqiens devenait plus pressante, les capitations en zones occupées plus élevées. Le pouvoir omeyyade imposait plus sévèrement son capital érodé. Les populations d'Ifriqiya ne supportaient plus les pressions fiscales. Guerres et révoltes ont répondu à toutes les raisons de la domination coloniale, de l'oppression, des injustices sociales et des pressions fiscales. Quels sont les chefs d'opposition ou figures héroïques marquantes de cette période? On peut citer Abou al-Khattab, qui appela à une prestation de serment d'unité ibadite pour combattre les Abbassides et leurs alliés. Il prit Kérouan et gouverna la cité de 756 à 761. Abderrahman ibn Rustum prêta serment d'unité des Ibadites. Il fonda une république qui porte son nom, la république rustémite de Taher. Abu Qur'a al-Ifrinid est un kharijite sufférite, c'est-à-dire jaune, qui rassembla les tribus nord-africaines pour s'opposer aux Omeyyades, puis aux Abbassides. J'ai lu un chiffre de 350 000 soldats mobilisés, ce qui mérite vérification et étude. En 774, il prenait Kérouan,
mais la coalition s'effrita en raison des intérêts et de la division des tribus. On peut citer encore Khald Zenati, qui était un chef berbère ibadite qui s'opposa aux Abbassides. Je vous l'accorde, une liste des chefs de guerre serait à définir. Abdelrahman ibn Rustom était l'allié d'Aboul Khattab, principal opposant berbère qui fonda une république portant son nom, Rustemide. Il était perse d'origine, zoroastrien, venu en Ifriqiya pour des raisons méconnues. Coupé de ses origines, Ibn Rustom épousa une Ifrénide, adopta la doctrine ibadite et participa aux guerres kharégites. Il gouverna Kairouan de 759 à 761 avant d'être délogé par les nouvelles conquêtes abbassides. Aboul Khattab avait été exécuté à Terablès, Ibn Rustom se réfugia à Souf-el-Djaj puis à Taert où il fut élu Mokadem en 777. La République rustémide de Taert dominait un vaste espace transsaharien allant de la Tripolitaine à Silgimassi, comprenant la Tunisie intérieure, Djerba inclus, le sud algérien de Gardaïa vers Tombouctou et vers l'ouest, aux limites des royaumes idrissides de Tlemcen et des Koutama. Taert fut un important centre commercial et culturel. Les chroniques d'Ibn Séguir font état d'un riche foyer culturel, de commerce prospère pour l'or, les plumes d'autruche, l'encens, l'ivoire. La Rustémie pratiquait un régime politique original de type confédéral décentralisé qui procédait à l'élection. Le souverain se référait à une charte pour légitimer son autorité. Il s'occupait des fonctions régaliennes de l'État pour la paix, la justice, les questions civiles, la sécurité du commerce, l'affectation des besoins collectifs. Un gouvernement autonome s'occupait de l'exécutif, des fonctions administratives, de la soldatesque, des recettes fiscales, impôts de capitation, aumônes, zakat. D'épiques débats ont concerné la théologie, le droit, la gouvernance avec des plaidoiries de savants venus d'Andalousie, Jebel, Nefusa, Gerba, Terablès, Égypte, qui exposaient leurs réflexions philosophiques sur l'expérience des prophètes, le sens des interdits, les soins de médecine, les sciences d'astrologie, la route des astres, les procédés d'irrigation. Un débat véhément concernait l'obligation du souverain à se conforter à une charte. Lorsque Abdelwahab devait succéder à son père, les membres de l'Assemblée refusèrent de lui prêter serment s'il ne se conformait aux conditions d'une charte. La friction sévère opposa les Wahhabiyas, partisans, et les Nakara, récalcitrants, sur le point de légitimité du souverain et de l'obéissance. La dualité poursuivra ses divergences sur l'impôt, la vassalité, l'autonomie, les alliances extérieures. La République rustémide dura 132 ans et se termina en 903 avec l'invasion de Taert par les Ismaéliens fatimides. En quoi Abderrahman ibn Rustum était-il une figure historique singulière ? Ibn Rustum était d'origine perse, zoroastrien, descendant de la dynastie sassanide des Aryanshahs. Nous ignorons tout de son lieu de naissance, de sa jeunesse, formation, fonction de service. Aurait-il fui des persécutions? Serait-il venu combattre les Omeyyades? Aurait-il été chargé d'influer ou de conduire les populations vers la voie du chiisme d'Ali? Menait-il une mission d'information, de reconnaissance ou de conversion en vue d'expansion du pouvoir de Khorasan? Dans les faits, Ibn Rustum s'était coupé de ses origines et de sa religion zoroastrienne pour épouser une Ifrénide, adopter la doctrine locale des Ibadites et gagner leur influence. Il abandonna son obédience chiite, devint leur muqaddem, c'est-à-dire l'homme en avant ou l'évêque. Il unifia les Ibadites sur un vaste espace sahérien, gouverna Kairouan de 758 à 761. Lorsque la cité fut reprise par les Abbassides, il se replia dans le sud-ouest algérien où il fonda la République rustémide de Taher après 767. En quoi la République rustémide se distinguait-elle des autres régimes politiques? En quoi pouvait-elle être qualifiée de démocratique? Une démocratie signifie des pouvoirs indépendants et une pratique de l'élection. Le souverain de Taher devait être élu par un vote secret unanime. Il a été choisi en raison de sa personnalité et de sa modestie qui le mettait au-delà des passions autour du pouvoir et aussi de son extranéité qui le rendait neutre auprès des tribus. La République rustémide était un État autochtone, berbère, de culture ibadite qui élisait son gouvernant et admettait un chef d'origine persane au nom du Takahon, c'est-à-dire au nom de la compétence du mieux apte à la fonction. Quelle différence existe entre pouvoir de la royauté
de l'émirat, du califat, du gouvernorat militaire et de la République. En Ifriqiya, il y avait plusieurs roitelets, propriétaires de pays et de petits pays en conséquence. L'émir est un guide. Le calife revendique une autorité au nom d'une descendance prophétique liée au prophète. Le gouverneur est un militaire en charge des terres conquises. La République est un autre régime d'influence romaine qui choisit son chef et qui correspondait encore à la rustémie. L'idée d'une république nominative dirigée par une dynastie ne serait-elle pas contradictoire? C'est vrai que la République porte son nom de Rustémie, d'Ibn Rustum, et que la gouvernance fut mêlée à une appartenance familiale de l'imam. Néanmoins, son fils Abdelwahab ne pouvait lui succéder qu'à la condition de disposer des aptitudes de fonction et de répondre à une charte. En 788, un surprenant débat de doctrine politique s'est déroulé autour de la succession et des conditions de règne. La succession du fils d'Abdelwahab ne devait pas être automatique mais conditionnée au takahun. Takahun, c'est l'aptitude à la gouvernance. Le souverain devait être élu, obligé de se conformer à une charte et de gouverner avec le conseil des vénérables en cercle, soit des membres compétents. Ce n'est pas moins qu'un principe de contrat social entre gouvernants et gouvernés qui se déroule déjà au 8e siècle. Le débat a été porté par Yazid ibn Faddi et ses alliés qui ne prêteraient serment qu'à la condition d'un imam soumis à une charte, soit à une convention tenue de gouverner avec une assemblée constituante. Les partisans d'Abdelwahab estimaient qu'une charte était un élément de blocage, conduisant à l'anéantissement des pouvoirs d'autorité du souverain sur la justice, le droit et la guerre. Les opposants ont été considérés Nedjawit, conspirateurs, ou Nakara, révoquant ou récusant, ou encore Sha'biya, tortueux, qui innovent dans la voie de Dieu et qui trouveront leur châtiment. Le débat démocratique sombra dans le conflit et la violence entre Wahbiya et Nakara, provoquant des affrontements civils qui feraient plus de 11 000 morts. Ibn Faddi lui-même sera assassiné. Le petit-fils Mimoun fut coupé en morceaux pour qu'il ne succède pas à son père Abdelwahab. L'opposition des Wahbi et des Nakara constitua une dualité du débat qui s'est poursuivie tout au long des siècles sur des questions de doctrine politique, de gouvernance des sages, de l'impôt, de la vassalité, de la sécurité, de la protection de puissances étrangères et de la pratique religieuse. J'ai envie de vous citer un débat critique sur la question de la prohibition d'alcool. Lorsqu'on proposa d'interdire l'alcool au nom de la religion, l'Assemblée s'accorda qu'on ne pouvait pas interdire aux gens de boire de l'alcool, mais si des dégâts étaient causés par l'alcool, les circonstances deviendraient aggravantes. Je trouve ça très intéressant parce qu'aujourd'hui, les fautifs se justifient de circonstances atténuantes ou de regrets dus à l'alcool. Or, dans la République rustémide, c'était tout le contraire. Il ne fallait surtout pas avouer une cause d'alcoolisme et il ne fallait surtout pas plaider l'alcoolisme parce que ce serait une circonstance aggravante. Comment la République rustémide a-t-elle pris fin? Il faut se remettre dans les conditions de l'époque. Les Koutoumas du Maghreb central croyaient à l'arrivée d'un imam, de l'imam caché. Une propagande avait été savamment organisée depuis quelques lustres. Persuadés d'une prochaine arrivée du prophète, du Mahdi, du Messie, les Koutoumas précipitèrent l'événement après le décès du souverain de Kérouan en 903. Le Mahdi précipita l'événement, mais il n'a pas été accepté et il a dû fuir vers Siljimassi. Lorsqu'ils apprirent l'arrestation de leur imam, les Koutoumas firent mouvement vers Kérouan et destituèrent le souverain Ibrahim II, puis s'en allèrent libérer l'imam caché, le Mahdi Ubaydallah al-Mahdi. Au passage, elles détruisirent tous les sites ibadites et assiégèrent Taher le 26 août 909. Taher était à ce moment-là une cité de paix, de commerce, de science. Le gouverneur Yaqzan ben Mohammed vint rendre honneur à ce nouvel assaillant, sans se rendre compte qu'il courait à sa perte. Il fut tué et la capitale conquise. Dushra, la nièce, fille du souverain déchu Youssef ben Hatim, déclara sa joie et promit de se donner à quelconque conquérant qui viendrait libérer Taher. Son plan de reconquête du pouvoir n'allait pas fonctionner. Les Fatimides y virent le déshonneur d'une Hurma, femme indigne aux lumières de l'islam, elle fut tuée ainsi que toutes les épouses et les gens liés au pouvoir.
Taert fut détruite, la librairie brûlée, son trésor dérobé, la population fuya vers le désert, la ville abandonnée tombée en ruine. La République rustémide prit subitement fin. La dynastie omeyyade sombra brutalement en 750 face à un nouveau conquérant abbasside. La dynastie tient d'Abou l'Abbas, descendant de la branche hachémite, oncle du prophète Mohammed. Il s'était appuyé sur les révoltés du Khorasan pour prendre Koufa en 747, vaincre les Omeyyades au Grand Zab, près de Mossoul en 750, battre les Chinois à Talas, soumettre les Byzantins et dominer les territoires omeyyades. Abou l'Abbas et dit Safa, le purificateur, tua les chefs du Khorasan qu'il avait aidé dans sa conquête, ainsi que le souverain omeyyade Marwan II. Il massacra toute la famille régnante de Damas après les avoir réunis pour un semblant de dîner. S'en prit même aux tombeaux des califes usurpateurs pour détruire leurs tombes et profaner leurs sépultures. Un même ordre avait été donné en Ifriqiya. Le gouverneur omeyyade de Tunis, Abderrahman ibn Habib, et sa branche royale de Kérouan furent tous assassinés en 755. La nouvelle dynastie des Abbassides régnait sur les lieux de l'empire omeyyade, à l'exception d'un émirat andalouse de Cordoue. À la fois, la brutalité des Abbassides et la chute des Omeyyades éveillèrent les sentiments identitaires des Ifriqiens. Les chefs ibadites se réunirent à Siad pour prêter serment d'obéissance à Abu el-Khattab et combattre les pouvoirs extérieurs. Ils renversèrent Abu Jdad et prirent Kérouan en 756. Abu el-Khattab gouverna de 756 à 759 et gagna le titre de Ben Sama, prince du pardon, serviteur des croyants. Il développa un imamat ibadite dont l'idéologie allait au-delà des appartenances tribales. Les Abbassides n'abandonnèrent pas leur volonté de domination sur l'Ifriqiya. De nouvelles troupes, sous l'autorité du général Achat Kozai, affrontèrent Abu el-Khattab à Terablès, qui fut défait en 761. Abderrahman ibn Rustom lui-même ne pouvait plus tenir Kairouan face aux troupes égyptiennes. Il se replia à Souf el-Dijaj et constitua une république rustémide de Taert en 767. En 774, Kairouan fut reprise par une autorité suffrite d'Abou Koura, l'Ifrénide. Une longue guerre des Ennous-Sézians opposa Arabes et Berbères, Abbassides et Ibadites, Rustémides et Suffrites de 779 à 787. Les chroniques d'Abou Zakaria rapportent 30 000 Berbères tués. Les habitants du sud et du Maghreb central rejoignirent Taert, où ils trouvaient une souveraineté. Respectueuse de Dieu, Kairouan devenait abbasside. En 787, une paix universelle était signée entre Rustémides de Taert et Abbassides. En l'an 800, le prestigieux Haroun el-Rachid déléguait à Ibrahim ibn Ghalab un pouvoir d'émir d'Ifriqiya, qui ouvrait une dynastie aghlabite. Qui étaient les Abbassides? La dynastie des Abbassides a été fondée par Abou l'Abbas, un des descendants hachémites d'un oncle du prophète. Il avait été proclamé calife à Koufa en 749, s'appuya sur les forces du Khorasan pour vaincre les Omeyyades et occuper leur territoire. Les Abbassides régneront sur Bagdad de 750 à 1258. Pourquoi dit-on que les Abbassides nourrissaient une forte hostilité envers les Omeyyades? Les Bani Abbas portaient une haine historique au clan des Omeyyades qui avait livré des guerres impitoyables aux Banu Hashim. Lors de la bataille de Kerbala en 680, les deux fils d'Ali, petits-fils du prophète, avaient été assassinés. Ce jour-là reste un moment terrible de deuil pour les partisans d'Ali, symbolisé par le noir et célébré par le deuil de Ashura. Ce jour-là, dans la tradition chiite, les partisans d'Ali se flagellent. Les femmes se déchirent la peau, Nedab al-Arab. Geste absolument proscrit en tradition ibadite où la mort est un destin de Dieu. En Tunisie, la célébration chiite est prohibée. Néanmoins, quelques traces sont préservées dans la célébration du repas des rois, des moulouks, de la mouloukhia que mangent les Tunisiens, qui est un plat noir constitué par des feuilles d'épinards broyées. Quels furent les apports culturels abbassides? La dynastie débuta avec une violence extrême, puis elle se pacifia. Le premier calife avait été qualifié de purificateur, Safah. Mais les successeurs auraient été plus pacifiques, leurs apports culturels furent énormes. Les Abbassides fondèrent Bagdad en 762, entretinrent des relations diplomatiques avec l'Empire carolingien et Charlemagne,
Les califes Al-Mansour, Haroun al-Rachid, Al-Ma'moun développeront la culture, les arts, les sciences, la littérature. Ils initieront la maison des sciences, la conservation du savoir, les débats publics et religieux. Ils promouvront les arts, la conception de la ville, les aménagements urbains et les intérêts du collectif. Les Abbassides portaient le noir en opposition au blanc des Omeyyades. Ils suivaient une culture originale des Zoroastriens, construite autour des rivers et de la dualité, le zindik, chose et son contraire, du visible et de l'invisible, de la vie et de la mort, du bien et du mal, du yang sur le yin, de la vérité sur le mensonge, du libre arbitre et de la sagesse, de la passion et de l'émotion. Le personnage de Zoroastre inspira la pensée de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, qui concernait l'aspect spirituel pour la réalisation du bonheur et la perfection d'une culture aryenne. On observe donc les sources zoroastriennes d'une pensée qui portera l'idéologie du XXe siècle. Les Abbassides ont initié la pratique de copistes afin de préserver la connaissance du monde gréco-latin en traduisant grand nombre de leurs récits. Ils adopteront les principes du mutazilisme pour le débat critique et l'approche rationnelle de la conscience. Ils ont réalisé de nombreux progrès en mathématiques, en médecine, en sciences des astres, en prouesses technologiques pour l'époque, en développant les principes de l'horlogerie par exemple. Quelques œuvres littéraires survivent à ce jour comme les contes des Mille et une nuits. Les Abbassides ont produit une grande diversité de savants du 8e au 10e siècle, tels que Khwarizmi, El-Kindi, El-Farabi, El-Baruni, Ibn Sina, que l'on appelle Avicenne. On leur doit une grande pratique de l'interprétation coranique de la religion musulmane. Kairouan fut une ville convoitée, tour à tour, gouvernée par les Omeyyades de Damas, un intermédiaire suffrite de Tlemcen, les Ibadites rustémides, tripolitains Nafzaoui, Abbassides de Bagdad, puis conduite par les Bani Ghaleb de l'an 800 à 909. Les Aghlabides, restés sous l'influence abbasside, portèrent un intérêt de promotion pour la langue, le peuplement arabe, la religion islamique, le rite malékite, l'urbanisation, l'artisanat, la fiscalité et le développement des sciences. Le gouverneur s'appuyait sur des vizirs, équivalents de ministres, pour conduire une politique de secteur. L'époque observa de larges conversions à l'islam, ainsi qu'une migration orientale encouragée par le pouvoir de Bagdad. Le but était de renforcer la légitimité arabe sur les Berbères. Entre 824 et 836, les tensions persistaient à propos de divers intérêts ethniques et militaires. Le malikisme s'imposait progressivement sur l'ibadisme. Le IXe siècle fut réputé prospère, âge d'or arabe, avec une apogée vers l'an 868, lorsque Bagdad sombrait dans la crise et la désuétude. La garnison de Kairouan était devenue une prestigieuse cité, à la fois belle et prospère, passage obligé des caravaniers, relais inévitable pour les hommes, lieu de brasage et de commerce pour les populations, marquée par les infrastructures, les constructions de remparts, de bassins d'eau et d'institutions de savoir. Elle composait des chambres de la connaissance avec Beit el-Ilm, maison des sciences, qui servait de laboratoire des idées. Beit el-Hikma, maison de maîtrise, qui servait de conservatoire du savoir. Beit el-Din servait les religions. Capitale d'Ifriqiya, elle devenait ville sainte de l'islam, rayonnante par son influence culturelle et scientifique. En 827, le calife Al-Ma'moun avait imposé le mutazilisme, doctrine intellectuelle fondée sur la raison, la logique et le libre arbitre. Ce courant de la pensée prônait la neutralité de la loi, la non-sacralité du Coran, la séparation de Dieu des affaires d'État. Les oulémas inspirèrent de nombreuses connaissances sur l'idéologie, la croyance, le droit, les techniques agricoles, l'irrigation. Ils posèrent en prélude aux idées de laïcité, de droit judiciaire, de science et de technique. La divergence des idées a autant opposé les penseurs qu'elle a enrichi la connaissance, conduisant à des ruptures et à des séparations, des autonomismes et des fondations de cités nouvelles telles que Kala, Ababsia, Rakada, Mansouria. Kairouan sombra en l'an 909 avec l'avènement de nouveaux conquérants fatimides. Au IXe siècle, Kairouan était-elle abbasside? Aghlabite, mais soumise ou très à l'écoute de Bagdad. D'autres diraient en excellente coopération ou sous la bonne conduite ou la bonne guidance de Bagdad. Il semblerait que la Qibla de la grande mosquée de Kairouan soit orientée vers Bagdad. Je l'ai lu, j'ai entendu que la Qibla de la grande mosquée était fausse, n'étant pas orientée vers la Mecque, mais vers son autorité de Bagdad. Est-ce vrai?
Il serait facile de le vérifier, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire, ni d'étudier la date de fondation de la mosquée, de leurs éventuels travaux, ni des orientations des mosquées de Kairouan. D'ailleurs, je n'ai pas l'autorité académique pour le faire, afin d'établir un constat scientifique dans le but d'élaborer des conclusions rationnelles. Kairouan était-elle arabe ou berbère? Elle est incontestablement une ville berbère, mais de forte influence arabe, sans doute la plus arabe des cités nord-africaines. Il y a eu particulièrement au IXe siècle une volonté d'arabisation et d'influence arabe au travers de l'organisation et de la migration des populations orientales. Le mouvement de conversion et d'arabisation fut le plus intensifié sous la dynastie des Aghlabites. Quelle a été l'importance de Kairouan dans l'histoire? De garnison militaire, elle est devenue capitale politique, lieu de croisement et d'échange pour le commerce, les hommes, centre intellectuel inédit, puis ville sainte. Son récit serait autant passionnant à compter que les grandes villes saintes, si et seulement si on prenait la peine de dérouler son récit. Talbi, Sakli ont réalisé quelques études sur l'intérêt culturel de Kairouan, bien que leurs travaux restent incomplets. Il y a encore tant de choses à dire et à mettre à valeur sur les dynasties, les enjeux de bataille, la fondation des cités, le mouvement des populations. Kairouan prit de l'importance de capitale d'Ifriqiya en ville sainte de l'islam, convoitée par de multiples pouvoirs, objet de lutte et de bataille, gouvernée par plusieurs dynasties. Quelles furent les principales influences culturelles? Les souverains aghlabites ont été très à l'écoute des influences de Bagdad, autant dans les principes de construction, de l'aménagement urbain, avec un plan circulaire de l'influence du moutazilisme. Les institutions de Beit al-Hakma, Beit al-Ilm, Beit al-Din, Beit al-Islam ont été édifiées pour développer les débats critiques, la préservation de la connaissance, la conservation du savoir, la lumière des hommes. De très riches débats et de vives divergences eurent lieu à Kairouan, principal centre du malékisme, contre l'ibadisme. D'ailleurs, une argumentation avait été élaborée pour conduire à la conversion des ibadites vers le malékisme. Elle a aussi été un lieu de présence du christianisme et du judaïsme, ce que l'on sait beaucoup moins. Elle a promu la recherche des sciences juridiques, astronomiques, de la médecine, où son enseignement a été traduit par Constantin l'Africain et enseigné à Salerno. Concernant la population, il y a eu la descendance soldatesque, mais aussi une volonté politique d'encourager la migration orientale vers le Maghreb. Pour me justifier, je vous citerai un exemple. Le Makroud. Tout le monde sait que le Makroud est tunisien de Kairouan. Pourtant, le mot vient de Kroud, qui signifie kurde. La référence mémorise une vieille origine kurde dans la pâtisserie de Kairouan. Cette migration arabe n'a pas manqué de produire des conflits armés conduisant à une guerre des Znous. Quelle est cette guerre des Znous? La guerre des Znous réfère à l'année 833, mais aussi 839 à 843. Elle opposa les Berbères aux troupes arabes. Ce fut l'un des premiers instants de l'histoire où l'on évoqua une guerre des genres, de nationalités, malgré le clivage certain. J'avais dit précédemment toute la difficulté d'identifier la raison des conflits. Le mot Znous nous en donne une. Il vient de zins, jins, qui signifie genre ou nationalité, référant à une appartenance identitaire. Comment s'est terminée la dynastie des Aghlabides? En l'an 903, mourait le calife Abou al-Abbas Ibrahim II à Kairouan. Un étrange imam ismaélien venu de Syrie réclama la succession légitime du pouvoir. Il dit être l'imam caché qui se révélerait au moment de l'histoire. Le moment se dévoilait avec son arrivée, mais les Aghlabides n'approuvaient pas. Ubaydallah al-Mahdi dut s'enfuir à Siljimassa, où il fut mis aux arrêts. En apprenant son arrestation, les Koutoumas du Maghreb central lancèrent leur conquête de Kairouan et s'en allèrent libérer le Messie, considéré comme le nouveau prophète. Le 6 janvier 910, la population de Raqqada fit une entrée triomphale au sauveur annoncé. Ubaydallah al-Mahdi prit le titre de premier calife des Fatimides. La cité de Cap Africa devenait Mahdiya, la cité du Mahdi, du guide spirituel. En un instant, deux puissances, des Aghlabides de Kairouan et des Rustémides de Taher, prenaient fin.